Bonjour et bienvenue dans Médecins au micro. Aujourd'hui, on reçoit Tristan et Valentin, qui sont des internes de MIR, donc c'est de la médecine intensive et de réanimation. Ils vont nous présenter leur spécialité et aborder un petit peu ça à travers leur expérience. Peut-être que vous n'êtes pas forcément intéressé pour faire de la MIR plus tard, mais dans cet épisode, les invités reviennent sur des sujets qui sont assez généraux et qui concernent, je pense, beaucoup d'externes, voire tout le monde. Donc je vous ai préparé des timecodes qui sont en description de l'épisode et si évidemment les sujets plus spécifiques à la mire vous intéressent moins, je vous laisse les passer et revenir sur ce qui peut vous intéresser de façon plus générale. Dans cet épisode, Tristan et Valentin nous expliquent et nous présentent la mire et pourquoi ils ont choisi cette spécialité. On aborde aussi le sujet de la relation avec des patients dans un service de réanimation et aussi la question des gardes. Donc c'est vrai que ça peut concerner plus de personnes qui s'intéressent à des spécialités à garde. On aborde aussi ce sujet-là ensemble. Donc je vous laisse découvrir cette première partie et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, du coup, moi, avant de venir en néphro, j'étais plus calée sur... Enfin, je me rendais compte que la médecine de l'aigu, ça commençait un peu plus à me plaire et tout. J'étais vachement branchée urgence parce que j'avais fait des gardes. Donc finalement, je pensais un peu qu'à ça. Jusqu'à vous avoir rencontré en stage de néphro. Et du coup, bah, j'ai trop aimé qu'on parle de votre spé pendant le stage. Donc merci de venir nous la présenter. Avec Est-ce que vous plaisir. pouvez vous Je t'en prie. présenter chacun votre tour, donc comment vous appelez, votre âge et le semestre dans lequel vous êtes? Merci déjà pour l'invitation, Alice. Avec Moi, plaisir. c'est Tristan. J'ai 26 ans. Je suis en quatrième semestre de MIR. J'ai fait donc mon stage d'anesthésie, deux stages de réa, et là, je suis en stage en néphrologie. On a eu la chance de se rencontrer. Voilà. Moi, c'est Valentin. Merci aussi pour l'invitation. Je suis quatrième semestre de MIR également. J'ai fait mon semestre d'anesthésie également, un semestre de réanimation et donc le stage de néphro où on a eu la joie de se rencontrer. Et comment vous décririez votre personnalité? Moi, je pense que j'ai une personnalité assez extravertie. Je pense que c'est la définition de moi. J'ai pas trop de filtres. Je pense que c'est un défaut de temps en temps. Parfois une qualité parce que pas de porte de derrière. Et je pense que je vis les choses assez pleinement, donc on va dire que je serais plutôt extraverti. Moi, je pense que j'ai un profil un petit peu différent de celui de Valentin, mais c'est ce qui est peut-être un peu intéressant. Moi, je suis plus sur la réserve. Alors, je m'ouvre aux gens, mais j'ai besoin de plus de temps, on va dire, d'être en confiance, tout ça, de connaître un peu les gens. Très bien. Et du coup, vous êtes parti en mire, mais la mire c'est une nouvelle spé. Depuis quand c'est une nouvelle spé? La MIR, c'est une spé qui a été créée avec la réforme en 2017, avec tout un tas d'autres spé, notamment la gériatrie, la médecine d'urgence, etc. La MIR, en soi, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est simplement qu'avant, on y accédait via ce qu'on appelle un DESC, donc un diplôme d'études complémentaires, quelque chose qu'on faisait après un DES qui était un DES d'une spécialité médicale, la cardiologie, la pneumologie, la maladie infectieuse, il y avait tout un Ok. tas de possibilités. Et ensuite, on complétait sa formation avec ce DESC et ça donnait accès à la réanimation médicale. Ça a été modifié, je te laisse peut-être continuer si tu veux. Non, non, en disant également que la mire existe en tant que telle dans d'autres pays, notamment dans les pays du Maghreb, où par exemple nos chefs tunisiens, lorsqu'on est passé à Béthune, sont authentiquement formés mire, et c'est une spécialité qui, eux, est enseignée comme telle dans ces pays-là. Donc elle existe depuis quasiment, je demanderai confirmation à nos anciens seniors, mais il faudra vérifier l'information, mais c'est quasiment depuis 10-15 ans, quoi. Enfin, je veux dire, Mehdi, le docteur Marzouk, qui nous a formés en partie, est mire de formation, alors qu'il a quand même pas mal d'expérience et il n'est pas à sa première année de chef. Donc c'est une spécialité qui existe en tant que telle, en tout cas sur les pays du Maghreb, et qui, à mon sens, existe aussi dans les pays anglo-saxons, puisque aux États-Unis et en Angleterre,
Il me semble bien que pour accéder à la réanimation médicale, il faut déjà avoir validé un très long cursus de formation médicale avec de la médecine interne, et les réanimateurs médicaux sont en partie des internistes avec une formation plus poussée, et on va dire des stages, même chose, d'anesthésie, de réanimation, etc. Donc c'est ça le principe, c'est la spécialité médicale complétée par une formation en réanimation. Donc voilà, donc la nouveauté, c'est surtout le fait que ce soit devenu un DES, au même titre que d'autres La cardio, spécialités. par exemple. Voilà, ce qui a ses avantages, ses inconvénients, on pourra en discuter peut-être Mm. après. Ok. Et donc du coup, avant, enfin la voie royale, c'était quand même la MAR, ou enfin donc la médecine anesthésie-réanimation, où justement c'était des gens sur le tard qui faisaient de la cardio, la néphro, et après qui partaient en... C'est ça. En sachant que même si là tout va changer prochainement, je pense avec la réforme des soins critiques, j'ai pas les détails en tête de la réforme parce que je m'y suis pas assez intéressé, mais la réanimation en tant que telle, avec la dichotomie réanimation médicale et réanimation chirurgicale, est en train de disparaître à certains endroits. Je pense que ça va rester le cas dans les centres hospitaliers universitaires, mais dans les services dits de périphérie, les réanimations dites polyvalentes, les MIRP en fait, enfin tu peux les appeler comme tu veux, Réapoly, MIRP, médecine intensive réanimation polyvalente, notamment ce qui est le cas de Reims, ou alors à Béthune, qui est authentiquement un service cité MIR, un des premiers d'ailleurs, médecine intensive réanimation, va regrouper une espèce de mix entre l'accueil de patients de pathologie médicale et de pathologie chirurgicale, où MIR et MAR vont travailler en fait main dans la main pour prendre en charge ces malades-là. Donc la réanimation, c'est effectivement la voie royale, c'était plutôt la médecine, enfin le DES d'anesthésie-réanimation, avec certains anesthésistes réanimateurs qui se formaient avec le DES complémentaire de réanimation médicale, ce qui est le cas dans certains CHU, notamment dans le nord de la France. Et après, voilà, complété par ces gens avec le DES complémentaire, ce qui crée en fait des interactions nouvelles. Mais l'essor de la réanimation médicale, je pense, va pas trop changer. C'est juste des formations et des profils de médecins probablement très différents. Ouais. Donc du coup, finalement, enfin les réanimateurs sont, comme tu dis, plein de gens avec des bagages différents, et ça C'est ça. fait le service de réanimation qu'on connaît à l'hôpital. Exactement. Exactement. Ok, ok. Il y a dans les réanimations médicales, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près moitié-moitié, avec petit avantage sur les anesthésistes réanimateurs. Ça doit être quelque chose comme 60-40. Je parle des réanimations médicales, hein, Mhm. pas des réanimations polyvalentes, de gens qui viennent de l'anesthésie, et 40% qui viennent d'autres spécialités médicales, ce qui permet d'avoir des profils assez divers, et un enrichissement dans les services. Ouais. Et donc la maquette de l'internat enfin du DES de Mire, comment elle se forme? La phase socle, qui est commune aux anesthésistes réanimateurs et aux intensivistes, comporte 6 mois d'anesthésie et 6 mois de réanimation, dont en tout cas sur l'île, la particularité de devoir faire 6 mois au centre hospitalier universitaire. Euh, voilà, sur les autres villes de France, je ne pourrais pas me prononcer parce que c'est variable. À la suite de ça, il y a un parcours dit de phase d'approfondissement qui va durer 3 ans. En gros, pour faire assez simple, c'est la moitié des stages en réanimation, l'autre moitié spécialité médicale plus anesthésie, et ensuite il vous reste un stage libre à caser là-dedans. Et puis ensuite vous arrivez à la phase de docteur junior en cinquième année, qui est un peu la transition vers le moment où vous devenez senior. Ça c'est fait en général en réanimation. À Lille, ça doit être fait au même endroit. Alors pourquoi vous avez choisi de faire médecine intensive, réanimation? Eh ben, je pense que c'est le fruit d'une réflexion qui débute dès le parcours de l'externat, avec un intérêt déjà de base pour la médecine aiguë, qu'elle soit de médecine d'urgence ou de réanimation. La réalisation je pense pour ma part, d'un externat vraiment orienté vers l'aigu, avec de la gériatrie, du SAMU-SMUR, de la réanimation, puis aux urgences évidemment. Euh, après avoir longtemps voulu faire de la médecine d'urgence, certaines gardes, certaines discussions, puis certaines recherches de ma part m'ont quand même amené à m'orienter vers la médecine intensive réanimation. J'éprouvais pas de plaisir particulier à travailler dans un bloc opératoire ou à interagir avec les pathologies chirurgicales, c'était vraiment pas ce qui me plaisait. J'aimais beaucoup la réflexion autour de la pathologie médicale qui regroupe déjà pas mal il y a déjà pas mal de travail là-dessus.
Et puis, il y avait des contraintes, on va dire des contraintes logistiques, hein, et puis un intérêt pour ce qui est le grave. Le grave qu'on peut tout aussi bien rencontrer en médecine d'urgence, mais on côtoie plus le grave. Ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais on côtoie plus le grave, hein, dans les services de réanimation ou de services de médecine intensive réanimation polyvalente, quoi. C'est plus pour cet attrait du grave et de la défaillance d'organes qui est à la fois, qui est passionnante. Et chaque défaillance d'organe est un monde à part entier. Donc voilà, en tout cas pour ma part, c'était ça, c'était travailler dans le grave, dans l'aigu, et de savoir, pas de savoir tout faire, mais en tout cas avec l'espoir de savoir tout faire et de savoir Mm. tout gérer. Moi, ce qui m'a amené à la médecine intensive réanimation, c'est un intérêt important pour la médecine aiguë dès l'externat, avec un intérêt pour beaucoup de spécialités médicales, difficile de choisir. Moi, je vais être honnête, la mire, je l'ai découvert un peu sur le tard, en étant passé à la fin en réamed, en ayant discuté avec des gens qui avaient des responsabilités dans le DES. Mais j'avais un intérêt pour beaucoup de spécialités médicales, la pneumologie, la pédiatrie, la médecine d'urgence, le SAMU. Et voilà, j'avais du mal à trancher. J'avais du mal à trancher. Je voulais me laisser encore des portes ouvertes, pas me fermer trop de portes. J'avais beaucoup aimé la réanimation. Et puis, c'est l'attrait pour avoir une formation à la fois théorique et pratique qui était assez poussée, mine de rien. J'avais vu que c'était assez bien cadré sur sur les cours, sur les responsables du DES, etc. Contrairement à d'autres DES où vous êtes plus ville dépendante, vous êtes plus formateur dépendant, où vous passez en stage, etc. Je trouvais que là, c'était assez carré, quoi. Euh, donc c'était un bon point aussi. Ok. Et du coup, pourquoi pas la MAR? Enfin, pourquoi pas l'anesthésie réanimation? Alors pour ma part, parce que j'ai pas d'intérêt particulier pour les pathologies chirurgicales, c'est pas vraiment Mais pas mon pathologie centre d'intérêt. chirurgicale, en fait, c'est quoi Eh ben, on va précisément? dire que, alors, c'est quoi les pathologies chirurgicales? C'est un champ très large. Déjà, c'est la médecine. En fait, pour la MAR, dans MAR, il y a médecine périopératoire. Il y a ce qui se passe avant l'intervention, pendant l'intervention et en post-interventionnel. Du coup, ça regroupe de la traumatologie, de la chirurgie, de l'urologie, tout ce peut passer dans un bloc opératoire en pratique est géré par un médecin anesthésiste réanimateur, que ce soit de la gestion des traitements en préopératoire jusqu'au réveil, jusqu'à la réintroduction de certains traitements et de gérer les complications immédiates par exemple dans les salles de réveil. Et il y a toute cette médecine périopératoire qu'on a du mal à voir, mais qui existe dans les services de chirurgie, où souvent la partie médicale, alors je veux pas froisser qui que ce soit, mais la partie médicale est quand même gérée, en tout cas dans le Nord, par les anesthésistes réanimateurs. Donc ça demande quand même une polyvalence des connaissances et une connaissance fine de ce qui s'est passé pendant le bloc opératoire, ce qui s'est passé en post-opératoire immédiat. Et c'est juste, ça faisait pas partie de ce qui m'intéressait. Je voulais plus vraiment c'est vraiment dans mes collèges, dans les stages, ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment la détresse respiratoire, c'était la défaillance circulatoire, l'infection gravissime, Mhm. les pathologies neurologiques aiguës, les myasthénies. C'était plus ce champ de la médecine-là qui m'intéressait et vraiment pas le champ de la chirurgie. Et du coup, j'avais du mal à me projeter dans un bloc opératoire, même si ça n'est pas que ça, il y a de la consultation. Après, anesthésique, même chose, consultation qui m'intéresse pas tant que ça en tant qu'activité. Voilà, j'avais du mal à me projeter dans ce métier-là parce que j'y trouvais pas Mhm. voilà, Ton intérêt, d'épanouissement. ouais. Ouais, Pas, ouais. j'y étais pas épanoui. Ok. Et toi, t'avais hésité un peu avec la MAR ou c'est... Moi, la marque, alors déjà, je vais être honnête, transparent, je pense que c'est important. J'avais pas le classement. Donc, comme on dit, la question était vite répondue. Mais au-delà de ça, je me suis posé la question avant, donc je peux parler de avant. Moi, comme j'ai dit, j'avais surtout un intérêt pour les spécialités médicales. J'ai hésité surtout entre les spécialités médicales, et puis pour voilà, la pathologie aiguë, etc. Et j'avais fait un stage d'anesthésie, justement en me disant, j'aurais peut-être anesthésie réanimation, mais déjà en me disant pour faire de la réanimation. Mhm.
voir si l'anesthésie ça me plaisait. Alors en tant qu'externe, je vais être honnête, le stage était très intéressant parce que c'est un stage où vous faites plein de petits gestes, c'est très gratifiant. Vous partez tôt, franchement, Mm. c'est cool, c'est tout bénef. Et après, c'est sûr que en essayant de se projeter un peu, je trouvais ça plus compliqué. Je sais que les gestes, c'est quelque chose qui est très gratifiant au début, où vous prenez rapidement beaucoup de plaisir, mais où c'est quelque chose de très éphémère. Et au-delà de ça, il y avait un côté, et là je vais me faire peut-être pas des amis, mais un côté un peu automatique du truc, euh, je- j'endors, je réveille, machin, je mets les antibiotiques parce que c'était le protocole, etc. Qui me dérangeait un petit peu. Je dis pas que c'est comme ça partout, c'est moi l'expérience que j'en ai eue Mhm. dans mon stage en tant qu'externe, dans un bloc, etc. Moi, je suis pas du tout dans la j'ai pas du tout envie d'être dans la confrontation avec les anesthésistes. Comme on a dit tout à l'heure, c'est des gens avec qui on va travailler et on va prendre du plaisir à travailler. Donc les histoires de guéguerre comme ça, c'est pas intéressant. Mais non, c'est juste ouais, une formation qui est différente, qui est pas orientée vers le bloc opératoire, qui est orientée plus essayer de nous donner une ouverture sur certaines pathologies médicales et ça me correspondait bien. Et honnêtement, si j'avais vraiment eu le coup de cœur de l'anesthésie, enfin, j'aurais redoublé ou Mm. j'aurais trouvé un moyen d'en faire Ouais. par un autre moyen. Et toi, Valentin, tu disais que tu aimais bien les urgences aussi au début. Ouais, bah, moi, ma grande passion, c'était les urgences parce que j'en rediscutais pas plus tard qu'hier, c'est que quand on est jeune, externe, en fait, là où je vais pas me faire des copains avec les services de médecine, mais c'est pas grave, il faut prendre position aussi. Là où on voit énormément de choses, énormément de cliniques, c'est aux urgences. Les urgences restent la porte d'entrée sur l'hôpital, avec qualité et défaut, mais ça reste quand même un service qui brasse énormément de gens. Il y a des services d'urgence qui font des 300, 350 passages jour. Donc pour un externe, c'est vraiment c'est la caverne d'Ali Baba au niveau sur le plan sémiologique et sur le plan des thérapeutiques. Euh, Comme ça brasse énormément de monde, on voit beaucoup de patients, donc on voit beaucoup de pathologies, donc on apprend beaucoup et on apprend rapidement. Parce que les prises en charge aux urgences, dans la théorie, c'est pas censé traîner. Il y a une polyvalence d'activités dans le service des urgences. Il y a la salle de déchocage, il y a les box, il y a la traumatologie, il y a la consultation simple, et puis il y a toute la partie aux gestion des patients de psychiatrie. Et ça fait que quand on est externe, eh ben on peut voir plein de choses en même temps. J'ai ce souvenir précieux d'avoir des chefs dans mon externat à Reims, où ils me laissaient venir avec eux à l'accueil des malades au déchocage lorsqu'il ramenait un patient d'intervention. Et c'était vraiment extrêmement intéressant de pouvoir discuter avec eux. Ils avaient à cœur enfin, d'enseigner et d'apprendre aux externes. Et donc cet apprentissage et cette richesse me fait dire, mais je veux impérativement faire ce travail parce qu'on voit énormément de choses. Peut-être que cet intérêt, c'est pas qu'il se tasse, c'est que les pathologies reviennent aux urgences. La décompensation cardiaque, le prurite, l'entorse de cheville. Au début, c'est très excitant. Et puis, assez rapidement, ça peut devenir redondant. Et donc, peut-être probablement que je me suis lassé. Et s'il faut mettre les pieds dans le plat, c'est qu'il y a certains motifs de consultation aux urgences qui n'ont pas qui n'ont rien à faire aux urgences. Et je pense que c'est responsable de lassitude pour mes collègues et confrères urgentistes. Et ça peut vite changer les pratiques, rendre les gens aigris. Ça peut vraiment transformer quelqu'un. Et donc, je ne voulais pas vivre ça. Et j'ai toujours ce souvenir de mon stage de faisant fonction d'interne où je me fais réveiller à 4 heures du matin pour une douleur de l'épaule depuis 3 mois. Je sais pas comment on peut accueillir le patient dans de bonnes conditions, sachant que la journée a été rude. Il y a probablement d'autres malades graves qui vont arriver dans la nuit. Le moment de repos depuis 1 heure, c'est quand même un moment de repos. On se fait réveiller pour ça. Je dis bien ça entre parenthèses, parce que c'est de la douleur, parce que c'est une urgence, parce qu'on est là aussi pour accueillir les malades. Mais voilà, j'avais besoin que ça bouge plus et j'avais besoin que quand on me réveille, ce soit pour quelque chose. Je dis pas que c'est toujours le cas en réanimation, mais généralement le réveil est quand même pour un motif un peu plus dynamique. Mm. Voilà.
Et en MIR, enfin en réanimation, je trouve que c'est plus varié. Je trouve que mon activité... non, je pense que l'activité aux urgences est aussi variée parce qu'on gère d'autres choses avec toutes les spécialités. Il y a un adage qui dit que les 30 premières minutes aux urgences sont les plus intéressantes de la spécialité. Je pense qu'on peut en discuter, c'est très discutable. Mais en tout cas, on voit de tout aux urgences et c'est tout aussi varié en réanimation. C'est juste un champ de la médecine qui est différent où on est dans la gestion plus précise de la défaillance d'organes avec des supports d'organes et de la gestion des problématiques totalement différentes qui ne sont pas adaptables aux urgences parce que pas le matériel et pas le personnel pour pouvoir s'occuper de ça. Je pense aux respirateurs, je pense à la dialyse, aux machines d'épuration extra-rénale et à tous les supports d'organes. Voilà. Ok. Mais c'est tout aussi varié. Puis il y a aussi un côté frustrant aux urgences, au SMUR, qui est ce côté, eh ben, vous faites le débrouillage au début, et puis Et les mesures initiales de sauvetage aussi. ce qui est gratifiant, ce qui est très gratifiant, vous mettez le, la sable de Furo sur le patient qui arrive en OAP. Il est soulagé rapidement, vous diminuez l'oxygène, etc. C'est très gratifiant. Mais il y a aussi un côté parfois de triage un petit peu, où vous allez surtout orienter le malade qui, moi, me dérangeait un peu. C'est-à-dire que vous avez, je trouve, il y a moins ce côté gratifiant qu'on peut avoir en réanimation où la personne arrive très très grave et puis au bout de quelques jours, euh, vous la réveillez, vous l'extubez, vous la faites sortir, vous la transférez, etc. Valentin sera peut-être pas d'accord avec moi, je vois, mais T'as un peu hum, plus cet aspect de suivi aussi. bah, non, il y a surtout pour moi un aspect de prise en charge qui est plus important. C'est-à-dire qu'effectivement, aux urgences, tu vas faire la première thérapeutique, mais rapidement, le malade, il va être transféré parce que on va te dire qu'il faut faire de la place, parce que effectivement, on n'a pas le matériel pour faire ça, parce que machin. Et donc, pour moi, je trouvais que dès que ça devenait un petit peu intéressant, bah, ça nous échappait, quoi. Mhm. Alors, je pense que quand on dit échapper, on veut dire pas en termes de connaissances, c'est plutôt en termes de nécessité de support d'organes et de traitement, parce que ça échappe, parce qu'on peut pas le faire, on peut pas le réaliser dans l'endroit. Faut pas oublier aussi et rappeler, c'est important, que le DES de médecine d'urgence comporte dans la formation maintenant 6 mois de réanimation, qui sont pas suffisants pour se positionner en tant que réanimateur, évidemment. C'est deux DES différents. Mais il y a quand même une sensibilité, on sensibilise et on forme quand même maintenant les nouveaux médecins urgentistes à des gestes et à des réflexions autour de la réanimation, ce qui en fait maintenant une formation beaucoup plus complète et avec des médecins qui sont, à mon sens, plus compétents que les vieilles générations. Phase initiale, je contredis Tristan, mais peut-être plus de nuances en disant que la phase initiale théorique d'une infection gravissime fera probablement les mêmes choses avec les hydratations, les antibiotiques, etc. Et que effectivement, si ça nécessite des choses par-dessus, d'endormir le malade, c'est tout à fait possible de le faire aux urgences. Mais ça reste deux lieux, ça reste quand même une zone de tampon, le déchocage, les urgences restent une zone, on va dire, de passage et de flux, et qu'il faut effectivement mettre le malade l'endroit où c'est le plus adapté pour lui, et c'est-à-dire le service d'aval qui est le plus utile. Si c'est pour le malade d'hémato, et ben ça sera l'hémato, et si c'est pour la réanimation, ça sera pour la réanimation, mais il n'y a effectivement pas de suivi aux urgences, bien que certains de nos collègues appellent pour prendre des nouvelles. Je pense aux collègues du SAMU qui appellent assez régulièrement les internes ou les chefs en réanimation pour prendre des nouvelles de leurs malades et de ce qui s'est passé. Voilà, je pense que ça n'est juste pas les mêmes métiers, c'est pas le même travail, mais ça se, ça devrait être plus complémentaire, à mon sens. On en parlait encore ce matin. Il y a des ponts à faire entre la réanimation et les urgences plutôt qu'à vouloir vraiment que chacun travaille dans son coin, ce qui est à l'origine d'ailleurs de tensions qui sont assez ridicules et assez, je n'ai pas le terme, mais qui servent à rien, qui font pas avancer
la prise en charge du malade en fait, qui sont plus délétères plutôt qu'autre chose. On ne peut pas faire les mêmes choses en médecine d'urgence et en extra-hospitalier que ce qu'on fait dans un service de réanimation avec luxe ou confort Rolls-Royce plutôt que, euh, plutôt que dehors dans une Twingo quoi. Voilà, pour faire simple. Et du coup, on avait parlé de ça aussi, de la relation patient. Moi, j'étais juste descendue une fois en stage de P1. J'étais descendue en réa parce qu'on était avec les cardios de faire une écho et tout. Et j'ai vu les chambres et je voyais que des gens dans le coma, branchés à 50 000 machines et tout. Et je me dis, moi à ce moment-là, je me rappelle, je m'étais dit, mais jamais de ma vie je fais ça. Tous les gens ils dorment, c'est nul, puis ils sont hyper graves, ils vont jamais se réveiller, tu vois. Et toi, on avait un peu eu cette Ouais, discussion-là. alors je vais casser un mythe. Euh, la réanimation, c'est probablement une des spécialités où vous avez une des interactions avec les familles qui sont les plus fortes et les plus importantes. Je dis ça de ma petite expérience, là, en étant dans un stage de spécialité médicale, en voyant la différence. C'est une vraie science à part entière pour moi. Et non, non déjà, tous vos patients ne dorment pas. C'est faux. Faut le dire. Il y a, en fait, euh, le fait d'être en réanimation, ce n'est pas égal à le fait d'être dans le coma. C'est égal au fait d'avoir une défaillance d'organes, qui peut être une défaillance autre qu'une défaillance qui nécessite d'être endormi, intubé, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a, en moyenne, il y a, je pense, la moitié des patients qui sont pas dans le coma. Donc, déjà, vous avez une interaction avec ces gens-là. Ensuite, même chez les patients qui sont dans le coma, vous avez une communication qui est autre, mais faut pas croire que on est euh, face à des êtres inertes. C'est c'est absolument pas ça. Vous interagissez avec les familles quasiment quotidiennement, euh, souvent de manière physique, avec des entretiens qui sont assez bien faits, qui sont protocolisés avec avec, les seniors, avec les équipes paramédicales, etc. Chose que dans d'autres services, eh ben vous faites pas, ou alors vous faites très rapidement dans le couloir entre deux patients. Sur lesquels on est formé. Et ça, je pense que c'est un point qui est super important à mentionner. Pour ceux qui nous écouteront, c'est que s'entretenir avec une famille, faire une annonce de mauvaise nouvelle, faire une annonce de maladie grave ou faire une annonce de décès, ça reste quelque chose de très compliqué, ça s'apprend en fait, ça s'apprend avec les seniors, avec les plus vieux internes, avec vos collègues, et c'est quelque chose où on est vraiment bien sensibilisé et formé en médecine intensive réanimation. Même chose pour nos collègues en médecine d'urgence et en médecine d'anesthésie réanimation, ce qui me paraît être complètement différent, en tout cas dans l'accompagnement, dans les entretiens, dans les spécialités médicales, avec beaucoup de réserves. Je rejoins Tristan parce que c'est mon premier stage de médecine, mais on a quand même eu un parcours d'externat où on a vu des services de médecine, on les a rencontrés et on a vu la manière dont certains seniors annoncent les mauvaises nouvelles et je pense que ça nécessite, c'est un art à part entier. Je ferme la parenthèse et je laisse Donc, Tristan. moi, j'irais même plus loin, même pour les gens qui ont un attrait pour ce qui touche à l'éthique, ce qui touche à la communication avec les gens, avec les familles, toutes ces questions un peu plus sociales, un peu plus humaines, etc. La réanimation est totalement une spécialité qui peut répondre à vos attentes. Mhm. C'est absolument pas contradictoire. Vous voyez, en plus, du fait d'un turnover quand même assez important, vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup de patients, beaucoup de familles, et comme a bien dit Valentin, vous allez être bien formé à ça. En fait, on interagit de manière très différente avec les malades qui sont certes endormis avec des sédations, mais on a beaucoup d'outils pour pouvoir communiquer avec les malades et ça c'est important de le mentionner. On a beaucoup d'échelles de douleur, d'anxiété, et puis on a des manifestations cliniques. C'est une spécialité très clinique, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est une spécialité très, très clinique. Et le malade qui est sédaté ou qui est endormi, il a aussi des sensations, il vit aussi quelque chose. D'ailleurs, c'est assez obscur, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des patients. On le dit toujours, et une des grandes questions des malades, des patients et des familles, c'est est-ce qu'il nous entend? Je pense qu'actuellement, personne ne peut savoir, ne peut répondre sous un degré de sédation si les patients nous entendent. À,
à niveau de sédation égal, deux patients seront dans des états de coma plus ou moins différents. Donc, j'ai pas la réponse à la question. Est-ce qu'ils nous entendent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a des vraies interactions avec les malades et surtout avec les familles. Et c'est d'ailleurs des échanges qui sont, je pense, plus riches parce que des situations plus aiguës, plus graves, plus intenses. Et c'est un profond. On apprend beaucoup de ces interactions-là et ça nécessite une grande humanité, en fait, je Mm. pense. Moi, j'ai eu plus ça aussi après la réflexion, c'est genre on a parlé ensemble et tout, et après quand on me demandait en garde d'urgence ou des potes qui me disaient ah t'étais en train de penser à quoi en ce moment, je disais ah là je suis avec des mires, ça me tente bien, et les gens me regardaient avec des grands yeux comme ça en disant mais t'es malade, la mire c'est hyper prenant, c'est hyper dur, et en fait t'as pas de vie et bon on m'a dit en gros t'es exploité et tout, donc j'avais ce truc là aussi de Moi, ouais, je peux ouais. commencer à répondre si tu veux. Je laisserai Valentin continuer. Alors, nous, on va parler à notre niveau d'interne par rapport peut-être aux autres internats et aux autres internes. Après, ça serait très intéressant d'inviter quelqu'un qui est plus âgé, qui a des enfants, qui a une vie à côté, etc. Moi, de ce que j'en vois à mon échelle, effectivement, j'avais aussi ces préjugés-là. Euh, c'est une spécialité qui est postée, où vous avez des gens qui sont dans la réanimation 24 heures sur 24. Donc, ça veut dire que tous les soirs, vous avez une relève. Vous avez des gens qui viennent prendre les transmissions et qui vous disent, tu peux rentrer chez toi. T'inquiète pas, nous, on va s'occuper de tes patients. Et vous rentrez, ça veut dire que vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de téléphone, vous avez l'esprit libre, vous êtes l'esprit apaisé, on va dire. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est, on peut parler concrètement hein, de niveau horaire, tout ça. Vous allez quand même finir globalement assez tôt. Après, il reste toujours des choses à faire. Après, il peut y avoir un courrier à faire, etc. Après les transmissions ou quoi. Mais il faut se dire que dans la plupart des réanimations, entre, allez, à partir de 17 heures, mais déjà 17 heures, c'est parfois tard. Hein. Ça peut être, s'il n'y a rien à faire, ça peut être avant, ça peut être à 16 heures, etc. Jusqu'à max 18 heures, 18h30, c'est le moment des transmissions. Ensuite, théoriquement, vous êtes chez vous. Euh, ça, c'est pas du tout le cas dans les stages de spécialité médicale. Les stages de spécialité médicale, vous n'avez pas forcément de relève. C'est souvent une garde d'étage, enfin quelqu'un qui n'est pas du service, hein, qui va juste faire du gardiennage dans tous les étages, mais vous n'avez pas cette continuité-là entre médecins. Et donc, c'est pour ça que vous avez des gens bah, il y a une entrée à 18 heures, il y a une entrée à 19 heures. Bah, c'est pour ta pomme, et du coup, c'est là où vous finissez à 20 heures, 21 heures, 22 heures, des trucs qui sont inimaginables en réanimation. Enfin, moi, de mon expérience, j'ai jamais terminé à des heures comme ça. Et là, on voit en stage de spécialité médicale, c'est quelque chose alors je veux pas dire que c'est tous les jours, mais qui, pour eux est quasi normal. Ouais. Mm. Donc non, d'un point de vue horaire, il y a peu d'inquiétude à avoir. L'autre chose, c'est une spécialité à garde, on pourra en reparler sur les avantages et les inconvénients, mais il y a quand même un avantage, c'est que du coup, vous avez des repos de garde, vous avez beaucoup de repos de garde, puisque vous avez beaucoup de garde. Et donc vous avez beaucoup de repos de garde, donc vous avez beaucoup de temps pour aller faire du sport, pour vous reposer, pour aller voir votre famille, etc. Euh, ça c'est pareil par rapport à d'autres spécialités, on n'a pas du tout à rougir de ça. Et puis, je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses. Non, je dirais en termes de qualité de vie, j'estime pas avoir une qualité de vie médiocre. Enfin, j'estime que ma qualité de vie en tant qu'interne de réanimation est meilleure que la qualité de vie de mes compatriotes en spécialité médicale. Il y a cette espèce de dogme, je parle pour moi, en tout cas c'est ce que je constate, cette espèce de dogme de rester à l'hôpital le soir parce que ça fait bien de rester à l'hôpital. Ça montre qu'on est investi, ça montre que on est, en fait, et ceux qui partent plus tôt sont presque vus comme des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font et comme des gens qui sont pas investis
dans le stage. La garde, c'est un sacré avantage financier, rappelons-le. Actuellement, les gardes d'internes, elles sont payées à hauteur de 180 euros, puisque je pense qu'on parle sans tabou, voire 400 euros le dimanche et jour férié. Donc c'est un avantage pécunier certain, en tout cas à la fin du mois, ça fait du bien. Comparé à l'interne, par exemple, en médecine générale ou de spécialité médicale qui ne fait pas de garde parce qu'il déteste les gardes, et ben à la fin, le salaire peut être x2, x2,5. On passe d'un salaire de base à 1600 euros en phase socle, parfois quasiment plus de 3000 euros quand on fait des gardes, le dimanche, jour férié, donc ça fait pas de mal. Les gardes, je suis assez d'accord. En termes de taux horaire, je suis assez d'accord. Il y a une garde, elle est faite pour rester. De toute façon, ils sont là toute la nuit, donc pourquoi vouloir rester jusque des heures indues? Ça sert à rien. La sérénité des patients et de prise en charge, c'est vrai, on a l'esprit plus libre. Peut-être petite nuance en disant qu'on peut partir et ne pas y penser, ça nous arrive tous de penser à nos malades pendant les sessions de repos quand on est à la maison, mais en tout cas, on sait que le lendemain matin, on va pas récupérer n'importe quoi, il va pas s'être passé une catastrophe, ou s'il s'est passé une catastrophe, c'est qu'il y aura une raison, mais en tout cas, il y aura eu quelqu'un sur place. C'était plus pour dire que c'est plus favorable à couper, si C'est vous plus voulez, entre favorable, votre vie oui, tout à fait. professionnelle Ouais, et votre tout à vie fait. personnelle. Ça Après, mérite, ça mérite de préciser. Et après, non, je veux dire, j'ai du temps libre. Et garde égale repos de garde. Certes, il y a des gardes qui sont très durs, il y a des gardes où on dort pas, il y a des gardes, mais ça, c'est dans toutes les spécialités. Puis on n'a pas d'astreinte, on ne peut pas être réveillé. On est théoriquement, à part les seniors qui s'occupent de lignes d'astreinte, qui supervisent des vieux semestres, ou parfois un ligne de recours d'astreinte supplémentaire si pépin, parce que je pense qu'il y a des lignes d'astreinte, ça doit être médico-légal à certains endroits, je crois bien. On n'est pas censé on n'est pas censé nous appeler à la maison, et ça permet vraiment de se détacher, de se couper. Je suis assez d'accord avec Tristan. Donc non, ceux qui ont peur, non. Déjà, le deuxième truc, c'est demander aux internes concernés, ou écouter des podcasts, et demander aux internes concernés ce qu'ils vivent et quel est leur ressenti. Et c'est à force de demander à plusieurs personnes que vous faites votre propre avis. Hmm. Et justement, à propos des gardes, en moyenne, c'est combien par semaine attendu stage médical ou réa? Alors moi, je vais parler de l'AREA parce que c'est quand même ce qu'on connaît. Euh, les gardes, c'est assez variable, mais je vais plus parler par mois déjà. C'est, je pense, entre 4 et 6 en moyenne. Avec, voilà, c'est assez variable. Vous pouvez, si vous avez envie d'en faire moins, c'est assez facile de les échanger, de les redonner. À l'inverse, si vous voulez en faire plus, que vous avez besoin d'argent, ce qui est aussi, pour moi, un des points forts de notre spécialité, c'est il y a des moments dans la vie où vous achetez un appart, vous achetez une voiture, j'en sais rien, vous avez besoin de plus d'argent, bah c'est possible assez facilement. Il n'y a pas toutes les spécialités qui peuvent se le permettre. Donc c'est ça, entre 4 et 6. Après, moi je sais que la garde a un peu mauvaise presse dans l'ambiance générale, quand on est externe, etc. Même après, ça, une fois quand on discute avec certains internes. Déjà la garde de réanimation, je vous invite à en faire si ça vous intéresse, la réanimation, parce que ce sera quand même une partie importante de votre métier. La garde de réanimation, c'est pas une garde d'urgence, c'est une garde où euh, vous avez souvent du temps pour dormir, où ça arrive de faire des nuits blanches, mais c'est pas quelque chose qui est fréquent. Euh, Ça dépend des lieux où on exerce quand même. oui, bien Ça sûr. dépend des lieux, centre hospitalier périphérique, centre hospitalier universitaire, il y a quand même il y a quand même une grande différence. Donc c'est vraiment variable, il faut pas retenir une règle, il n'y en a pas. Il n'y en a clairement pas. Et même en CHU, on peut dormir toute la nuit, c'est possible. La deuxième chose, le gros point positif de la garde, c'est que c'est un moment de formation privilégié avec le senior, et où vous allez réfléchir un peu tout seul, vous allez être confronté à des situations un peu tout seul et il faudra prendre des décisions. Vous ne serez jamais tout seul quand vous serez interne, il y aura toujours quelqu'un au bout du fil pour vous aider, mais vous allez pouvoir peut-être plus vous confronter à certaines situations, plus utiliser vos connaissances, etc., que la journée où le travail est peut-être un peu plus mâché, ou alors vous réfléchissez plus en équipe, ce qui a aussi ses avantages, mais vous êtes moins face à vous-même qu'en garde. Oui, la nuit, on est souvent face à nous-mêmes. Et
J'en profite pour dire que dans les hôpitaux, généralement les centres hospitaliers périphériques, ou même les CHU, vous pouvez être appelé pour donner des avis à certains moments de la nuit, parce qu'un malade va mal dans le service de gastro-entérologie, parce qu'un malade va mal en gériatrie ou à certains endroits de l'hôpital. Et petit à petit, sur le fond de l'internat, on se forme justement à aller évaluer la gravité des malades, et ça fait partie de notre formation. Et l'évaluation du malade grave, au début, elle se fait accompagner d'un senior qui nous explique les clés de l'évaluation de ce malade-là. Et puis, à force de théorique, de stage, de journées passées au lit des malades, on se rend compte effectivement de ce que c'est qu'un malade grave. Je prétends pas le faire parfaitement, certainement pas, mais on a l'impression qu'on comprend un peu mieux ce que c'est que la gravité. Et puis progressivement, le seigneur nous lâche la main, aller évaluer le malade dans les étages. Et ensuite, on prend notre talkie-walkie, et puis on parle à notre chef au talkie-walkie, puis on lui dit, bah voilà, le malade, il a ça, ça, ça. Moi, je ferai ça, ça, ça. Ok, bah fais ça, ça, ça. Et puis, en fait, on apprend, on grappille de l'autonomie. Et cette diade, enfin, vraiment, le duo chef interne en garde, il est extrêmement satisfaisant. Et je pense que c'est les moments les plus satisfaisants en termes de connaissances et d'apprentissage. C'est ceux où tu sors de garde à 8 heures du matin, t'as peut-être pas dormi, mais t'as fait 1 milliard de choses, 1 milliard de gestes. On t'a expliqué des choses toute la nuit. Tu t'es pris la tête sur le respirateur, tu t'es pris la tête sur la gestion hémodynamique du malade, et tu l'as fait avec ton chef. Et il t'a ouvert plein de portes, il t'a débloqué plein de connaissances. Et c'est juste incroyable et c'est juste très épanouissant. Vraiment, le moment de garde, il est mal vécu par beaucoup, c'est vrai. Parce que tu dors pas, parce que pour plein de raisons, il y a des gens qui sont juste pas de la nuit, c'est comme ça. Il faut quand même y réfléchir si on choisit une spé à garde. C'est Et je ça. dis pas que la réanimation, mais c'est toutes les spé. Les spé à garde, réfléchissez. Si vous aimez dormir, si vous aimez pas être dérangé, si pour vous c'est un calvaire de vous réveiller la nuit, ne prenez pas de spé à garde, ça va être un enfer et ça va être toute votre vie. Donc c'est un point très important. Donc je rejoins complètement ça, c'est un moment très privilégié, c'est super intéressant. Et faites des gardes en tant qu'externe, parce que essayez de suivre l'interne un peu plus près, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, et vous allez même apprendre plein de choses pour vos EDN qui arrivent probablement prochainement. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Ça compte d'y réfléchir avant. Vous faites pas non plus une montagne de ça, parce que je pense qu'on s'en fait quand même des montagnes pour quelque chose qui est largement surmontable, voire qui est bénéfique. Mais effectivement, si pour vous c'est pas possible, si vous envisagez pas votre vie avec des gardes, etc., pour plein de raisons, parce que effectivement vous voulez pas vous réveiller, mais parce que pour vous c'est trop important le soir avec votre famille, ou j'en sais rien, ou d'avoir votre activité le soir, etc. Et de pas vivre en décalé par rapport à la société, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, effectivement, prenez des SP où il n'y a pas de garde. Après, pendant votre internat, ne vous faites pas de leurre. Je ne sais même pas si ça existe, cette expression. Je pense que ça n'existe pas. Pas d'illusion? Pas Non, d'illusion. je sais pas. Pas d'illusion, Pas de tout à bille? fait. Non, Ne vous je sais ça faites veut dire pas pareil. d'illusions. Euh, Tout bon interne que vous serez ferait des gardes aux urgences ou participerait à une activité de garde, que ce soit dans les étages, comme on disait, que ce soit aux urgences. Vous allez tous faire des gardes à un moment. Donc, vous savez que c'est ce qui va se passer pendant votre internat. Et après, en tant que chef, eh ben, c'est libre à vous de choisir la spécialité qui vous permet de ne pas en faire, surtout. Et vous le vivez comment, les gardes comme ça, du coup, quasiment plusieurs fois par semaine en moyenne? Moi, je vais être très honnête, déjà j'en récupère un peu plus que juste le minimum, donc c'est que ça me traumatise pas du tout, voire au contraire, j'aime plutôt ça. Moi, ouais, j'aime bien ça, franchement. Les gardes de réa, on l'a dit, c'est super pour apprendre. Mais au En niveau du plus, rythme et tout, au niveau de la gestion de ouais, la fatigue, tout ça, tu veux dire? ouais. Enfin, dans ton quotidien, comment les gardes, tu les Eh ben, appréhendes on va pouvoir rentrer peut-être dans certains points négatifs. Pour moi, par exemple, les points négatifs de ça, c'est effectivement d'être parfois un peu en décalé. Et je sais pas si vous prévoyez, par exemple, d'être dans un club de sport où tous les mercredis soirs vous avez entraînement, bah, ça va être assez compliqué d'y aller tous les mercredis soirs. Parce qu'il y aura des mercredis où vous serez de garde. Et donc, ça peut être dur d'avoir une routine de vie. Mais en même temps, il y a des gens qui cherchent ça, de ne pas avoir de routine. Donc, ça, c'est pareil, c'est selon les gens. Mais je pense il y a ce côté-là d'être en décalé tout le temps qui peut être un peu pesant. Moi, je le vis
plutôt bien, mais après, Il y a des points négatifs et je pense qu'il faut les citer. Le fait effectivement d'être en décalé, d'avoir des choses de prévues le lendemain, parfois on va prévoir des choses alors qu'en fait notre garde ne nous permet pas d'assumer les activités de la journée. Je pense aux choses de la vie, très simple, aller chez le coiffeur, faire ses courses. Et je pense que peut-être le point le plus important, les loisirs, Tristan en a parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est les moments avec la famille. C'est important. On est des externes, des internes, des médecins, des seniors, et on a tous notre vie, on a tous des gens avec qui on partage la vie en dehors de l'hôpital. Et il y a des moments, par organisation de service, par obligation, on est obligé de prendre la garde du vendredi soir, ou pire, celle du samedi. Et le lendemain matin, il y a un repas de famille, il y a un moment à partager en famille. Parfois, c'est le seul moment que vous pouvez voir votre meilleur ami que vous n'avez pas vu depuis 6 mois. Puis en fait, ça tombe le lendemain d'une garde. Vous aviez parfaitement arrangé cette situation. Puis vous êtes trop KO, vous ne profitez pas du moment. Ça peut dégrader des moments de vie et des moments passés avec les gens. Je pense il faut se le dire. Des repas de famille où t'as pas dormi, t'as dormi mm, 1 heure, tu repas ton pas de famille, t'es un zombie quoi. C'est pas très agréable. Donc il y a le fait d'être réveillé, ça reste quand même mauvais pour la santé, ouais. disons-le. Dormir depuis 2 heures et se faire réveiller pour un coup de fil, ça dépend toujours du coup de fil, mais c'est Non, mais jamais peu anodin importe, parce que c'est mauvais pour par- la santé, même si c'est un bon coup de fil. peu importe, Enfin, c'est je veux pas dire, bon, ça remet en activité ton corps de manière extrêmement brutale, Mm. parfois avec un motif d'appel qui est très grave, avec un truc où il faut réfléchir très rapidement et prendre une décision pardon, très rapidement. On met notre corps à rude épreuve, et c'est bien pour ça qu'il y a certains médecins qui, au bout certaines années, ne peuvent plus, et on en rencontre beaucoup, il faut le dire, chez nos collègues urgentistes, chez nos collègues réanimateurs. J'ai l'exemple d'une chef que j'apprécie énormément qui a beaucoup de mal avec les gardes, qui ne supporte plus les gardes. Elle n'est pas en bout de carrière, au contraire. Elle est même à la fleur de l'âge de la réanimation et de sa vie, mais elle ne supporte plus ça. Ça devient pas phobique, mais c'est vraiment c'est difficile, c'est difficile pour elle de vivre les gardes. Donc non, faut vraiment savoir qu'il y a vraiment des impacts négatifs, et ça dépend où on place le curseur et où on met nos choix. Est-ce qu'on fera de la réanimation toute notre vie? Je sais pas. Est-ce qu'on fera des gardes toute notre vie? Je sais pas. L'avenir nous le dira, mais c'est très important de discuter des gardes. Voilà, renseignez-vous dans votre spécialité s'il y a des gardes et comment elles sont vécues. Je pense que c'est un vrai point. moi, je reviens sur la gestion du sommeil qui peut être vraiment difficile. Je sais qu'au début, Ah oui, le sommeil. c'était particulièrement compliqué. C'est quelque chose qui s'apprend, Oui, qui vient aussi avec les semestres. On apprend à dormir en journée, on apprend à pas forcément prévoir 10 000 trucs le lendemain pour se laisser la possibilité de se reposer. Et puis, euh, et puis on apprend aussi parfois à lever le pied. Enfin, on a le droit de dire ah, cette semaine, faut que j'arrête, je prends pas de garde. Et puis voilà, on essaie de s'entraider comme ça et ça se passe plutôt bien. Après, effectivement, on est jeune, on encaisse plutôt bien, sans se jeter des fleurs, je pense qu'on arrive plutôt à pas trop mal gérer. Ce sera peut-être pas le cas dans 20 ans, quand on aura une famille, quand on aura dans d'autres 5 ans, impératifs, déjà dans 5 ans, peut-être, on vieillit quoi. On peut-être. vieillit tous. Sans faire le vieux Euh, con, vraiment. Moi, je veux rassurer les gens qui vraiment, c'est un des arguments aussi des freins par rapport à notre spécialité, qui disent tu feras des gardes toute ta vie, tu seras bloqué dans tel endroit toute ta vie, etc., avec tel mode d'exercice. Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une spécialité qui est jeune, donc bien heureux celui qui est capable de dire où on en sera de la spécialité dans 20 30 ans. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, je vous apprends rien, mais la démographie médicale, quasi toute spécialité confondue en France, est catastrophique. Vous aurez des portes de sortie euh, vraiment dans énormément d'endroits, y compris en dehors de votre spécialité et en dehors de votre région. Je pense, voilà, on peut parler d'exemples concrets pour l'AMIR, mais je pense en médecine polyvalente, en gériatrie, en soins palliatifs, en médecine de la douleur. Il y a plein d'endroits où je pense que euh,
des MIR avec une expérience de la réanimation qui sont un peu fatigués de leur mode d'exercice seront très bien accueillis. Franchement, aucune inquiétude par rapport à Je suis ça. assez d'accord, je pense que c'est un point qu'il faut aborder assez rapidement, c'est le fait de se dire, l'avenir, vous allez être bloqué. Ça, c'est le truc qu'on entend souvent. Et on compare l'avenir à la mare à ça en disant, l'anesthésiste, il a la double casquette, il peut parfaitement aller au bloc opératoire, puis s'il en a marre, il peut faire de l'anesthésie, puis il peut revenir, puis il peut faire boomerang toute sa vie. Probablement, peut-être, c'est possible. Celui qui a envie de faire ça, il le peut. Je pense qu'il faut rester aussi à jour dans les deux champs de la spécialité, qui est peut-être pas évidente, de rester à jour en anesthésie et en réanimation, parce que c'est deux spécialités très complexes. Pour moi, c'est pas une seule et même spécialité. Je pense que je m'avance, hein, peut-être qu'il y aura des détracteurs de ça, mais je pense que l'anesthésie est il y a un vrai métier à part entier qui est extrêmement complexe et la réanimation, c'est un autre champ de l'anesthésie-réanimation. Enfin, vraiment, faut pas les mettre ensemble. La mire a une valence médicale très intéressante. Et le fait d'avoir un peu cette fibre médicale et cet intérêt pour la néphrologie, comme disait Tristan, le soin palliatif, parfois la médecine d'urgence, permet dans un monde où, l'hôpital va mal, dans un monde où la démographie médicale est catastrophique, on ne crachera jamais, pardon du terme, on ne crachera jamais sur n'importe quel médecin à n'importe quel endroit où il y a un poste. Même le gériatre qui a fait 50 gériatries, qui a envie de se former à la cardiologie dans son hôpital périphérique où il reste plus qu'un service de SSR et de medpo et de cardiologie, s'il a envie, à force de sacrifice et de formation, hein, c'est pas comme ça, hein, c'est pas un genre dans un service et je fais ce que je veux, tout est possible. Je pense que toute reconversion médicale est envisageable et le MIR qui a toujours aimé la néphrologie, qui n'a pas pu faire de la néphrologie parce qu'il n'avait pas le classement à l'ECN, rien ne l'empêche de faire les DU en rapport, les diplômes universitaires en rapport avec la dialyse, en rapport avec les troubles métaboliques, se rapprocher des néphrologues qui ont probablement aussi à leur charge des services de soins intensifs néphrologiques pour avoir peut-être cette double activité, peut-être, en tout cas s'y former, peut-être y faire un stage d'interne, peut-être avoir une période d'assistanat. En fait, je pense qu'il faut juste discuter. Et dès qu'on a envie de se former à quelque chose, je pense que tout est faisable. Il n'y a aucune porte de fermée en médecine. Et c'est la dernière chose que je dirais, c'est... Et surtout en mire, je Et pense. surtout en mien. Parce que c'est très polyvalent et qu'on voit de tout et que celui qui a envie de faire quelque chose le fera, et dire vraiment que on nous bassine avec les études en nous disant que on choisit une spécialité, on est bloqué. Je pense que c'est complètement faux. Au contraire, plus tu avances dans l'hôpital, plus tu discutes avec les gens, et plus généralement on te fait pas des ponts d'or pour aller à certains endroits, mais presque. Voilà. C'est pas parce que pas parce que vous choisissez une spec que vous êtes bloqué. Et je fais de la pub pour la spécialité, mais oui, encore plus en mire. Mm. Puis vous serez un médecin bien formé, et donc sans se lancer des fleurs, mais c'est quelque chose qui est précieux aujourd'hui sur le marché, entre guillemets. Et donc On a besoin de vous. vous serez accueilli On a besoin de vous. dans plein de services Il y a énormément de postes il avec il y a énormément de postes de réanimateurs vacants en France. Il suffit d'aller sur les sites d'annonces de remplacement, toutes les applications qui sont disponibles sur les sites où on peut télécharger des logiciels pour pas faire de la pub à une application ou à un téléphone ou à une marque, mais je pense à iRemplace, je pense à plein de choses aussi qui permettent de voir de quoi on a besoin actuellement sur le territoire. Et il y a des offres plutôt sympathiques qui permettent de se dire, bah tiens, en fait on a besoin de moi, là il y a un poste, si j'y allais. Et je pense que à condition d'une formation, d'un niveau et d'être connu, et d'avoir fait ses preuves, c'est ça. je pense que tout est faisable. Mm. Et ça permet de répondre en même temps à un autre cliché, alors qu'on entend un petit peu moins maintenant, mais qu'on a entendu pas mal euh, au moment de la création de la spécialité, qui est ce côté absence de débouché, y compris même au sein même des réanimations. On entendait les MIR, c'est quelque chose qui est voué au chômage, tout ça. Moi, je répéterai comme Valentin, allez voir les annonces, vous allez voir. Nous, on est quatrième semestre, on reçoit déjà des propositions de poste
à tel endroit, etc. Donc, et après, c'est dans toutes les spécialités comme ça, hein. Oui, Faut oui. être, faut être honnête, hein. C'est pas nous plus que les autres. Mais c'est juste pour répondre à ce côté-là, comme quoi on serait des médecins potentiellement au chômage qui sont bloqués à un endroit. Non, non, pas du tout. Et en même temps, je pense que ça peut permettre aussi d'aborder la question de la médecine libérale, de la médecine de remplacement, etc., Tout à fait. qui paraît plus flou quand on parle de l'AMIR. Je sais que voilà, l'argument financier, euh, Compte notamment pour les choix entre Mire et Mar. et C'est beau, il y a beaucoup ça. on est d'accord. Déjà, Par rapport au faut, fait que la mare serait beaucoup mieux rémunérée ou... bah, Oui, déjà, dans le public, vous serez payé pareil. C'est des histoires de grille de salaire, peu importe votre spécialité, vous êtes payé pareil. Ensuite, là où la marque fait la différence, c'est sur le côté anesthésie en clinique libérale, ce qui est extrêmement intéressant d'un point de vue pécunier. Après, je pense que posez-vous la question de est-ce que c'est ça que vous voulez faire aussi? Enfin, je veux dire, discuter avec des gens qui travaillent en clinique, etc., ce qui est pas la même activité que ce qu'on fait dans le public. Et la deuxième chose, c'est de vous rassurer. Alors là, nous, on connaît surtout le nord de la France, avec notamment la région de Lille, mais il y a des postes de remplaçants extrêmement bien payés dans toute la région, dans des réanimations. Il faut savoir que il y a extrêmement, enfin, nous, dans quasiment toutes les périphéries en dehors de Lille, vous avez des réanimations qui sont en tension d'un point de vue recrutement. Nous, on en connaît particulièrement. Les gens sont ravis de vous accueillir, même pour une semaine ou deux, pour juste prendre des gardes, etc. Surtout, aucune crainte par rapport à ça. Vous allez bien gagner votre vie, vous allez avoir une possibilité de déboucher importante tout en faisant quelque chose qui vous plaît. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais Non, je dirais que les remplacements, je pense que c'est un pour toutes les spécialités médicales. Je pense notamment aux cardiologues qui vont faire des vacations d'écho un peu à droite à gauche. Je pense aux néphrologues qui vont faire des remplacements dans les centres de dialyse. Je pense aux toutes les spécialités qui peuvent tout à fait remplacer. D'ailleurs, on n'en parle pas assez, je pense, pour les internats, mais le début de remplacement et la possibilité d'exercer une petite activité en semi-autonomie avec des gardes et des responsabilités, c'est à partir généralement du sixième semestre avec 5 semestres validés. Renseignez-vous dans la spécialité que vous allez faire, quand est-ce que vous pouvez remplacer. Généralement, ceux qui peuvent remplacer assez tôt, ce sont les médecins généralistes. Et alors, ils sont très au clair justement sur les modalités de remplacement et dans quel délai ils peuvent remplacer et surtout avec quelle validation d'acquis ils peuvent le faire. Ensuite, les gardes les vacations d'anesthésie sont très lucratives. C'est clair, net et précis. C'est ce qui d'ailleurs motive pas mal d'externes et d'internes à faire cette spécialité. Mais les vacations de réanimation existent aussi en semaine à l'hôpital public, Tristan l'a bien dit. L'activité de réanimation dans le privé existe aussi. Vous pouvez exercer parfaitement dans le privé. Je ne sais pas si tu en as parlé, je ne me suis pas bien connecté à ce moment-là, mais il y a des cliniques qui accueillent des intensivistes avec une activité plus que lucrative. Nous, on n'est pas encore dans cette boucle-là, donc je ne pourrais pas m'avancer en donnant des certitudes. Je pense qu'il faudrait vous renseigner avec les personnes qui travaillent dans ce genre d'établissement pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, ça reste des choses qui sont possibles. Non, les mires ne sont pas bloqués à l'hôpital public. Et auquel cas, c'est pas grave si on travaille à l'hôpital public. L'hôpital public, ça reste quand même une institution qui est fantastique pour notre pays, pour les malades. Faut pas l'oublier qu'on a énormément de chance d'avoir ce système de santé, même s'il a des défauts, quand même beaucoup de chance de s'occuper des malades. Et parlons-en en termes de recrutement et d'intérêt médical. Les patients de clinique ne sont pas les mêmes que les patients de l'hôpital public. C'est un point qui est majeur. Les patients dans les réanimations en clinique sont clairement pas atteints des mêmes pathologies. On fait de la belle médecine partout, mais à l'hôpital public, on fait vraiment de la belle médecine. Mm. Et du coup, dans votre expérience plus personnelle, moi je trouve que bah, quand tu vois, on détaillait des cas des patients tous les deux sur
ils les observent et tout. Enfin, c'est quand même un champ de connaissances qui est assez poussé et divers, enfin, on l'a dit. Est-ce qu'au début, ça fait pas un peu flipper? Enfin, moi, je suis en quatrième année, donc j'ai pas encore ce recul de tout l'aspect, de ce qu'on avait dit aussi pendant le moment où tu fais tous tes liens et tes ponts et tout, avant le CN et tout. Mais est-ce que c'est pas un peu flippant au début de se dire, mais en fait, je connais rien et Si, t'arrives en interne, enfin, t'es ton si, premier si. semestre. Si, si, c'est... On connaît toujours rien, hein. En fait, plus on avance, plus on se rend compte qu'on sait rien. C'est assez flippant. Je pense que c'est le cas pour pour toutes les spécialités médicales de l'hôpital. Plus on grandit, plus on se rend compte que le champ de connaissances derrière à acquérir est vraiment vaste et immense. Donc, je sais plus quel philosophe dit ça, mais tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On est ravis quand même de se rendre compte qu'on progresse à notre petit niveau. Ça ne fait que 4 semestres qu'on fait cette spécialité, mais on a quand même acquis des automatismes, on a acquis des connaissances, et tant mieux, c'est normal, c'est quand même le but de l'internat. Mais oui, c'est vertigineux de passer d'externe à interne. C'est vertigineux dans le sens où faut pas réduire le champ de connaissances d'un endocrinologue ou, je dis ça comme ça, ou d'un allergologue parce qu'il est tout aussi vaste. Mais en tout cas, quand on s'occupe de patients graves avec des machines qu'on ne connaît pas, des pathologies qu'on connaît de l'ECN, où ça restait généralement épidémiologie, clinique, prise en charge, et que généralement à beaucoup de moments de ces bouquins-là, la prise en charge c'est écrit appel du réanimateur, et ben en fait on se rend compte que il se passe des choses derrière, et il se passe énormément de choses dont on n'a pas accès en termes de connaissances pendant le deuxième cycle. Donc on rapprend pas toute la médecine parce que c'est pas vrai, les bases de l'externat et l'enseignement en France est quand même très bien fait. Enfin, je pense que l'externat, même s'il est vécu différemment dans les différents hôpitaux, il apporte quand même une très belle formation. Si tant est que tu t'investis quand même à minima et que tu vas en stage. Euh, le, le, le champ de la médecine du troisième cycle, derrière la réanimation, il est immense. Et oui, c'est vertigineux, ça fait peur, c'est flippant, mais on est quand même bien accompagné C'est ça. de par la théorique, de par la pratique. Nos seniors nous enseignent énormément de choses. Et en fait, ça fait peur. Je pense que le premier garde, je sais pas quel interne de réanimation dira qu'il n'a pas eu peur à sa première garde, alors qu'en fait, il était parfaitement en sécurité. Enfin, je veux dire, il y avait un chef, vous pouvez l'appeler pour tout, pour rien, même pour un Doliprane. Mais non, c'est un sacré changement, mais oui, et oui, ça fait peur, mais non, on est bien accompagné. Et non, c'est juste fantastique. Voilà. Moi, je veux rajouter un truc. C'est important de se dire que quand vous arrivez à l'internat, on n'attend pas de vous que vous soyez réanimateur euh, du jour au lendemain. C'est pas du tout la question en fait. Vous êtes en formation et pour ça, vous êtes très bien accompagné. Je pense qu'on est une des spécialités où on le voit par rapport à nos collègues dans d'autres spécialités où on est quand même très bien accompagné. On n'est jamais tout seul. Il y a peu de spécialités où on peut dire qu'on n'est jamais tout seul, où il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Ouais, c'est normal que ça fasse peur. Après, il y a le fait que ce soit un champ très large. Pour moi, il y a un côté quand même gratifiant. Où effectivement, tu parles de tous ces liens là, que tu fais à la fin de l'externat, où tu connectes un petit peu les choses. Ben, ça, tu continues en fait. Et on te dit pas, alors je vais caricaturer, je vais encore pas me faire des amis, mais on te dit pas, comme un peu dans d'autres spécialités, on pourrait dire, bon bah, ça t'oublie, et par contre, ça, tu vas approfondir un maximum. Oui, C'est plutôt, tu as fait un peu ce réseau de connaissances-là, tu as tissé continue. un peu ta toile et tu continues à tisser autour. Et c'est assez gratifiant, tu continues à connecter des trucs, à comprendre, ah, mais j'avais pas compris ça, De plus en etc. plus. Ça, c'est très bien. Non, mais c'est assez marrant, et en discutant avec d'autres collègues internes de spécialités médicales, c'est vrai que c'est très spécialité centrée, et c'est normal parce que c'est ce qu'on attend du spécialiste. Enfin, je veux dire, moi, j'attends pas d'un cardiologue qui s'occupe de mon infection urinaire. J'attends du cardiologue qui savent parfaitement s'occuper de mon cœur au millimètre près. Et donc, les champs de compétences des spécialités d'organes, effectivement, on met un peu plus d'œillères sur ce qui se passe autour et ils sont centrés sur leurs organes. Nous, on ne nous demande pas ça, on n'attend pas ça de nous, et c'est ce qui fait que c'est extrêmement stimulant parce que peu importe ce qu'on va t'apporter comme connaissance, peu importe l'interlocuteur avec lequel tu vas avoir, c'est pas une information que tu vas mettre à la poubelle. Enfin, je veux dire, discuter avec l'anapathe,
Par exemple, le collègue d'anatomopathologie qui va te rendre un résultat de biopsie, ou qu'elle soit cutanée, par exemple, sur des Dress syndrome, ou sur des pathologies telles que le Lyell ou le Steven Johnson qu'on peut voir en réanimation, eh ben, c'est tout aussi passionnant que discuter avec l'anatomopathologiste qui va te rendre un résultat de ponction biopsie rénale parce qu'il y a une grosse vascularité en cas et on vient de changer de spécialité en 3 secondes. On vient de parler de dermato, de gravissime et de néphro gravissime. Et enfin, c'est vraiment très stimulant et je trouve cette facilité à passer d'une discussion à une autre. Et c'est ce qui est vraiment l'avantage en MIR, c'est qu'on passe par des services de médecine où on nous sensibilise justement aux différentes spécialités et on acquiert un petit peu les visions de spécialistes, enfin à minima, hein. On pourra jamais dire qu'au bout de 6 mois on maîtrise la spécialité, c'est faux, mais on est sensibilisé à certaines problématiques et on a un peu plus d'armes pour pouvoir discuter ensuite avec le spécialiste lorsque le malade va mal. C'est ça. Et Ça, c'est très agréable. ouais, Je rebondis. C'est très agréable de pouvoir discuter et d'être dans la discussion, je veux dire, de participer à la discussion avec des spécialistes très différents, où vous interagissez avec des gens très différents. Et c'est hyper enrichissant, c'est hyper agréable, hyper gratifiant. Franchement, il y a peu de spécialités, je pense, où vous ouais. pouvez avoir J'ai l'impression d'empiler les connaissances plutôt que voilà, de sélectionner. Je sélectionne pas, je prends tout. Je prends toutes les informations. Tout est bon à prendre parce que dans une situation donnée avec un patient plus tard, ça va probablement me servir. J'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, mais avoir des petits tips de chacun des spécialistes quand tu discutes sur une antibiothérapie, sur un traitement d'insuffisance cardiaque à réintroduire. Chacun va te donner un petit peu son petit warning, quoi. Ah bah tiens, ce médicament-là, tu vas le reprendre, mais bon, fais attention à ça, etc. C'est quelque chose que tu pourrais rencontrer. Enfin, on a une interaction avec les spécialités médicales et chirurgicales quand même, parce qu'on a quand même des patients de chirurgie en MIR, qui est quand même assez intéressante. Même si nous, on n'a pas la formation en chirurgie, dans mon précédent stage de réanimation périphérique, on interagissait beaucoup avec les chirurgiens digestifs. Et en fait, il y a un champ de connaissances tout aussi large à apprendre sur le malade de réanimation chirurgicale. J'aurais pas la prétention de dire qu'on fait bien de la réanimation chirurgicale, mais on apprend toutes ces choses qui gravitent aussi un petit peu autour du patient chirurgical. Et donc non, les MIR ne font pas que de la réanimation médicale. Je pense que c'est aussi un grand cliché, c'est faux. On fait pas, on n'est pas bien, je sais pas si on peut pas dire qu'on soit pas bien formé, mais on peut débrouiller une pathologie, une gestion d'un patient en post-opératoire, ça fait partie aussi du champ de compétences d'un réanimateur médical. la, la plupart des gens parmi nous seront amenés à travailler dans des réanimations polyvalentes et donc dans des réanimations où on prend à la fois en charge des patients médicaux et des patients chirurgicaux avec des ratios qui varient selon les endroits. Il y a des réanimations qui sont plus orientées chirurgie, d'autres plus patients médicaux, mais n'ayez pas peur, enfin, vous n'allez pas rester cloisonné à un type de malade. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment la spécialité où vous allez vous ouvrir le champ des possibles. Donc voilà, si vous voulez. Et sur l'autre côté j'ai peur parce qu'il y a un grand champ de compétences à acquérir. Oui, mais déjà, comme dans toute spécialité, simplement vous, c'est un petit peu par-ci par-là, mais on vous demande pas d'être un super néphrologue, plus un super cardiologue, plus un super infectieux, le tout en un. Enfin, c'est pas Jésus, quoi. C'est pas 3 en un ou je sais pas quoi. On va vous demander d'avoir des connaissances transversales, c'est vrai, qui se rapportent à la médecine aiguë et où vous allez aller piocher un peu dans la spécialité, ce qui est important pour vous, Pour la pratique, ouais. pour la partie réanimation, etc. Tout ce que vous avez appris pendant votre externat vous sert. Enfin, en tout cas, j'ai quand même l'impression, peut-être pas des niveaux de détail abrutissants qui sont nécessaires à discriminer des gens à un concours, mais les pathologies médicales que vous rencontrez dans les bouquins, c'est des gens qui ont pas que la pathologie, mais qui ont aussi des antécédents et de la gestion de pathologies chroniques. Et tout ce que vous apprendrez pour la partie chronique, ce que vous verrez en stage en infectiologie, en rhumatologie, peuvent vous servir dans la gestion du malade de réanimation, parce qu'il n'arrive pas qu'avec ces problématiques aiguës.
Et je pense que gérer une défaillance, eh ben, c'est un métier et c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pour ça qu'il y a un internat. Et je pense qu'il faut se consacrer, en tout cas c'est les conseils qui m'avaient été donnés à l'époque, c'était se consacrer à une défaillance par une défaillance. Comment est-ce que j'apprends le malade qui a du mal à respirer? Eh ben, je vais me lancer dans la ventilation. Ça va prendre du temps, je vais poser plein de questions en stage. Et je vais du coup apprendre un peu sur le tas aussi, parce que c'est le but de l'internat. Puis de mon côté, je vais faire mes recherches, je vais regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'on se forme aussi comme ça. Et puis une fois que j'aurai à peu près débrouillé la problématique respiratoire, ben, je vais m'occuper de la partie rénale, avec toute la dialyse qui est complètement obscure quand on est externe, puisque je crois que c'est 2 pages dans le collège de néphrologie, avec les techniques de convection et de diffusion, qui étaient très obscures à l'époque pour moi, et qui, je pense, le sont pour beaucoup d'entre vous. Et ça s'apprend. Voilà, faut prendre le temps d'apprendre. Et c'était le tout début du propos de Tristan qui disait, on n'attend pas de vous que vous soyez des réanimateurs d'emblée. C'est ultra vrai, d'autant plus que j'ai été touché par cette problématique-là, parce que je me mettais beaucoup trop la pression. J'avais l'impression qu'il fallait que je sache, alors qu'en fait, pas du tout. On n'attendait pas du tout de moi que je sache tout. On attendait de moi que j'apprenne à être interne, déjà dans un premier temps, et ensuite que j'apprenne justement à gérer petit problème par petit problème. Plutôt que de vouloir commencer à vouloir gérer, je sais pas, les machines de suppléance circulatoire type ECMO, véno-artérielle, ECMO veineuse, qui sont des sombres mots barbares pour gérer des choses gravissimes, mais qui sont pas du tout du champ de compétences de l'interne de premier semestre, de deuxième semestre, même de troisième semestre. Ça reste des choses très complexes. Et plus on avance, Bon, on s'éloigne un peu du coup de la Non, question. c'est éloigné un peu de la question, c'est Ouais. vrai. Mais moi j'en profite juste parce que de ce que j'ai compris, c'est surtout des externes qui vont écouter ce qu'on est en train de dire. Passer en stage de réanimation, peu importe ce que vous ferez, même si vous ne ferez pas de réanimation, comme a dit Valentin, c'est quelque chose qui va vous servir euh, de par la polyvalence, de par les patients que vous allez voir, vous allez ancrer toutes les connaissances là que vous avez acquéries dans les bouquins. Il y a il y a peu de stages où vous pouvez à ce point-là réviser un petit peu Un peu de tout. de chaque collège Beaucoup comme d'externes ça. nous le disent d'ailleurs. Donc foncez, franchement, vraiment, même si vous voulez pas faire ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur de passer dans le stage de réanimation parce que c'est un stage prenant, parce que il faut, il faut peut-être rester un peu plus que dans d'autres stages, et encore, ça reste à prouver, parce qu'il y a peut-être quelques gardes à faire, etc. Mais, enfin, Vous vous verrez allez plein de choses. récupérer, Oui, et puis surtout, vous allez rentabiliser, c'est un investissement en c'est fait. un investissement, Vous allez complètement. rentabiliser ça sur des connaissances que vous allez acquérir beaucoup plus vite derrière en revoyant vos collèges, etc. Donc foncez déjà pour le côté connaissance, tout ça, et puis ensuite bah, pour vous faire une idée de ce que c'est la réanimation. C'est quelque chose qui est hyper fantasmé, qui est vachement dans les bouquins, dans le cinéma, etc. Même dans la population générale, quand vous parlez avec les gens autour de vous, et encore plus aujourd'hui, après le Covid, etc. C'est quelque chose... vraiment, il y a beaucoup d'idées sur la réanimation, donc voilà. Si vous avez la chance de faire un stage de réanimation, et mais, franchement, peu importe lequel, de la réanimation chirurgicale, de la CCV, de la réanimation médicale, une réanimation polyvalente, allez-y, foncez. Et je le dirais aussi, parce que c'est super cool, mais sur l'apprentissage, le fait que ce soit un investissement, oui, à 8000%, j'ai eu la chance de pouvoir expliquer 2, 3 trucs à certains externes, notamment sur l'acidose métabolique ou d'autres problématiques de réanimation, parce que je suis actuellement dans un stage de néphrologie. En l'ayant expliqué, en l'ayant mis en pratique assez rapidement sur des malades et sur des cas cliniques, on voit le retour instantané de connaissances et c'est fulgurant. Le retour il est immédiat et la connaissance elle est ancrée beaucoup plus rapidement. Sollicitez vos internes en stage pour qu'ils vous expliquent des petites choses qui vous paraissaient peut-être très simples ou justement très obscures. Je pense au gaz du sang, je pense à un ionogramme urinaire, je pense à tous ces petits examens complémentaires qui sont faits en pratique tous les jours mais qui en fait, une fois expliqués probablement de la bonne façon, sont d'une fluidité et d'une limpidité assez importante. Et deuxième chose, le fait de voir la pathologie,
de se poser la question avec l'interne, de poser la question au chef, ça vous évite d'y repasser dans le bouquin. Ça n'est plus quelque chose que vous devez lire, c'est dans votre tête, c'est imprimé parce que le jour où la pathologie approche, notamment sur le dossier clinique ou sur les petits cas cliniques, vous visualisez le patient. Donc Et, c'est beaucoup plus simple. et je rajoute un des avantages de la réanimation, c'est que vous allez le voir, le patient, de manière caricaturale, puisqu'il va être au moment le plus grave de sa pathologie. Et donc, Les signes vous cliniques, allez la voir biologie. l'OAP qui est avec la machine de VNI qui souffle à côté, la sape de l'Asilix, etc. Le patient en détresse respi, tout ça. Vous allez l'avoir en tête. Et ensuite ça va rester, quoi. C'est quelque chose qui est. C'est le fonctionnement de la mémoire. Plus ça fait appel à vos sens, Oui, peu importe lequel soit-il, et en plus à vos émotions. oui. Ce qui est franchement l'aria pour ça, ben, c'est top, aussi bien de belles émotions que de choses moins Triste. belles. Ça permet d'ancrer les choses extrêmement vite. Et dans l'approche des DP, enfin je sais plus s'il y a des DP maintenant, je sais plus, je sais s'il y a toujours des Si, dossiers si, ouais. progressifs. Le fonctionnement de la réanimation est un fonctionnement par défaillance d'organes. C'est-à-dire, ça vous apprend à réfléchir. On apprend beaucoup à réfléchir en réanimation à qu'est-ce qui va pas. Et je pense que dans la lecture d'un dossier progressif, le fait de se poser la question déjà des constantes qui sont toujours notées mais qui sont très souvent oubliées dans les dossiers cliniques, qui vous mettent la puce à l'oreille sur l'orientation du dossier quand même, et d'aller classer un petit peu sur, ça a l'air d'être un dossier infectieux, mais il y a 20 lignes avec une histoire de gériatrie abominable, eh ben, en classant par défaillance d'organes, vous pouvez aussi bien vous en sortir. Et je pense que le mode de réflexion de réanimation, je pense que c'est pour ça qu'il faut passer en réanimation, ça vous apprend à réfléchir d'une certaine façon. Je dis pas que c'est la sacro-sainte façon de réfléchir, parce que les collègues de spécialité médicale réfléchissent autour d'autres problématiques, mais en tout cas pour avoir une vision globale, et notamment pour les EDN, je pense que c'est un très bon moyen, c'est un très bon moyen de réfléchir et d'apprendre à réfléchir à la réanimation. Au niveau de l'adrénaline, vous gérez comment? À Parce que des l'adrénaline, fois, il y a des petits trucs un peu... à Faut agir l'adrénaline, vite, quoi. c'est fantastique, mais tout en faisant attention que faut pas que ça soit pénalisant. Il y a Mm. des situations dans lesquelles on est très excité par la situation, dans le sens où ça va nous stimuler fortement, et donc du coup, parfois, tu peux perdre tes moyens. T'as tellement envie de faire le geste que du coup, t'en trembles et que du coup, ton geste est moins fin. Mais l'adrénaline, ça reste quand même un moteur du métier, et c'est ce qui nous réunit quasiment tous. C'est vraiment gérer le grave de l'instantané, prendre des décisions, oui, non, dérouler des algorithmes dans notre tête, voir que ce qu'on a pris comme décision est la bonne, voir s'améliorer le patient. L'adrénaline, c'est ce qui te pousse à te lever, quand on t'appelle sur un truc grave pendant la nuit. On dit le malade a du mal à respirer ou le malade est en arrêt cardiaque. Ah, ça reste le truc très caricatural et peut-être très bateau, mais c'est ce qui te pousse à te réveiller et à être à 100% de tes capacités. C'est peut-être très idéal, c'est Non, peut-être qu'est-ce très que tu grasse voulais dire anatomie, par mais l'adrénaline? Bah, Tu veux c'est dire plus quand t'as... Ouais, c'est parce que tu disais, la prise de décision au moment la instantané, difficulté par rapport à... ça, et le fait que ouais, t'es toujours un peu stimulé par des trucs qui se passent et auxquels il faut agir vite, je pense, tu vois. Comment tu gères ce truc de... ok, là j'ai un problème, le patient, il faut que je fasse quelque chose, sinon ça va être très grave. Et ben comment je prends mes décisions et comment, avec le temps, tu deviens sage dans oui, ce moment rapide. oui, Enfin, moi j'étais pas là, complètement. mais quand il y a eu l'arrêt dans le service de néphro, moi Oui, la maco externe m'avait dit, mais c'est impressionnant comment Valentin il s'est placé au moment de l'arrêt, de dire attends non, tu dois réfléchir à ça, 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 ça. Tu demandes à ce qu'on fasse tel geste pour toi, mais toi finalement tu viens en fait coordonner la prise en en tant que charge chef d'orchestre. en tant que chef d'orchestre et tu te mets, enfin voilà, à réfléchir, de dire ok c'est quoi le prochain truc? Là on fait ça, c'est bon, on s'en occupe pour moi et comment je réfléchis pour la suite alors que ça va vite. Et ben, je pense que ça s'apprend, notamment à la simulation. On a la chance d'avoir un très beau centre de simulation à Lille avec des enseignants qui participent activement à notre formation. Et du coup, c'est vraiment très enrichissant. La partie simulation est vraiment majeure. Et puis après, il y a aussi de voir ses chefs. En stage, c'est toujours la même chose. Hmm. Mais le chef, quand il gère une urgence vitale, il a un calme qui est, c'est même flippant au début de voir qu'il se passe un truc dramatique et que le chef, il donne ses consignes assez calmement. C'est comme ça que tu apprends à te rendre compte qu'il faut pas forcément courir dans tous les sens. Mais ce que je voulais dire moi au début, l'adrénaline, c'est que voilà, c'est un moteur. Mmh,
c'est un moteur d'action, mais que ça doit pas te faire être une girouette et d'être ultra excité et de pas crier, de pas courir partout. C'est pas ça, l'urgence, c'est pas courir partout. L'urgence, c'est réfléchir et faire les choses bien et vite. Euh, je vais peut-être recasser encore un autre mythe, mais On est là pour ça. vous n'allez pas voir tous les jours Oui, des trucs ah oui, forcément extrêmement stimulants, oui, c'est vrai. avec des gros shoots d'adrénaline. Vous n'allez pas avoir j'en sais rien, je sais pas vous excite particulièrement, mais probablement que ça sera pas tous les jours. Effectivement, il y a un côté un peu grisant de la réanimation, un truc un peu sympa, de la situation grave. En fait, il y a peu de moments où vraiment vous devez agir sur l'instant T. Et ces moments-là, vous y êtes formé. C'est par exemple, parler de l'arrêt cardiaque. Vous y êtes formé et du coup, oui, il peut y avoir un peu d'adrénaline, mais en fait, c'est hyper protocolisé dans votre tête. Vous savez tout ce qu'il faut faire. Vous avez les idées à peu près claires sur ce qu'il faut faire. Et moi, l'adrénaline, c'est peut-être là que je suis un peu différent de Valentin, mais je, je pense qu'il faut y avoir un certain niveau de contrôle quand même sur la chose parce que sinon, à partir du moment où vous vous laissez envahir un peu par le côté nouveauté, situation grave, etc., je pense que c'est là qu'on peut avoir plus de mal à réfléchir. Donc en fait, moi, tout ça juste pour dire, l'adrénaline, il y en aura et vous allez apprendre à la gérer. Vous allez être formé pour ça. Et le métier de réanimateur, c'est pas fonctionner juste par des à-coups d'adrénaline et courir partout dans le service ou dans les étages aller déchoquer des malades, etc. Il y a aussi des moments où vous pouvez vous poser, vous pouvez réfléchir aux situations, vous pouvez débriefer ce que vous avez fait et vous pouvez faire un peu redescendre tout ça. Faut pas croire parce qu'après, du coup, c'est aussi pour dire aux gens qui ont un peu peur de comment réagir avec leurs émotions, comment faire face à tout ça, bah, ça va se faire très naturellement parce qu'en fait, les situations graves, vous allez être rapidement confrontés, on va rapidement vous former euh, pour, euh, pour les surmonter. Et ensuite, vous aurez des fois des trucs inattendus, etc. Et ce sera le petit truc intéressant de la garde, machin. Mais c'est pas. Faut pas croire qu'on fonctionne par des à-coups d'adrénaline, c'est pas ça la réanimation. Non, non, je suis d'accord. Encore une fois, il faut garder tête froide pour bien réfléchir. Mais ta question, c'était quand même comment tu vis avec l'adrénaline. Et la question pure et dure, elle est quand même que si tu fais ce travail-là, c'est quand même pour utiliser cette adrénaline, mais à bon escient. Un peu le moteur, c'est la flamme, quoi. Mm. La flamme du réanimateur, c'est celui qui va s'occuper du patient, c'est celui qui va sauver la vie du patient. Je dis bien, voilà, on va pas mettre des étoiles avec ça, mais tu fonctionnes quand même, entre guillemets, ce qui te pousse à aller travailler là-dedans, c'est quand même un peu, ça peut être l'adrénaline. Pour autant, il faut le dissocier de la situation de la gestion d'urgence qui doit quand même être assez posé, assez réfléchi. Il faut avoir vraiment les idées très claires et la tête très froide pour éviter de prendre des mauvaises décisions. Ceci étant, il y a quand même quelques situations, tu as raison de le dire, il y a quelques situations en réanimation, en anesthésie, en médecine d'urgence, où ça doit être un peu automatique. Mais allez, je dirais bien 10% des cas, il ne faut pas réfléchir, parce que c'est des gestes urgents. Je sais pas, le pneumothorax compressif du mec en arrêt cardiaque, il faut aller l'exsuffler. La tamponnade cardiaque en arrêt, il faut aller le drainer. Le patient qui a besoin qui fait une crise d'asthme aiguë grave, qui est asphyxique, qui est bradypnéique, il faut aller intuber rapidement parce qu'il va s'arrêter. Ça reste des choses où voilà, il faut prendre ces décisions rapides. Mais sinon, 90% des cas, encore une fois, avec la limite de notre petite expérience de la réanimation, on a le temps de réfléchir. Voilà. Donc Tristan a raison de rappeler que pour moi, c'est pour tout le monde, la réanimation. Il y a des gens qui sont plus foufou, plus dingos comme moi. Il y a des gens plus calmes et peut-être plus réfléchis comme Tristan et que ça conviendra à tout le monde. Si tant est que tu gères. C'est ça, moi ce que je veux dire, c'est surtout voilà,
vous fermez pas de porte, ne vous mettez pas de barrière. Si vous avez une personnalité un peu plus dans l'émotionnel, que vous êtes touché par certaines choses, etc., C'est c'est ok. pas pour ça qu'il faut pas faire de réanimation. Au contraire, moi je trouve qu'il y a rien de, On a besoin de tout type de réanimateur. il y a rien de plus gênant que des gens qui sont vraiment insensibles à tout. Enfin, je veux dire, on est quand même un métier euh, dans l'humain où on parlait tout à l'heure du rapport aux familles, etc. Vous aurez totalement votre place et vous apporterez quelque chose à la spécialité avec votre histoire émotionnelle, etc. Euh, Il y a forcément un certain contrôle à avoir de soi-même, mais c'est comme dans tout métier, et dans toute Spécialité. spécialité. Mais voilà, Je franchement, pense. n'ayez pas peur. Oui, oui, n'ayez pas peur. Nous, dans notre promo, on a la chance d'avoir une promotion où on est très soudés, on s'entend très bien, mais il n'y a pas une seule personne qui ressemble à une autre. Et c'est 7 profils différents, et ça se voit aussi dans les promos au-dessus et en dessous. Ça n'est que des personnes très différentes. Donc en fait, à partir du moment où on voit autant de profils, en fait, c'est fait pour personne en particulier, c'est surtout fait Mm. pour tout le monde. Mm. Et que chacun a sa sensibilité, chacun aura son truc à apporter. Et d'autant plus qu'on travaille quand même en équipe et qu'on n'est pas tout seul à prendre des décisions, que sauf en pleine nuit tout seul dans la cambrousse, mais nous ça ne nous arrive pas, on fait pas de médecine extra-hospitalière, on a toujours quelqu'un pour discuter, pour prendre une décision. Donc voilà, c'est fait vraiment pour tout le monde, je pense. C'est vraiment fait pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes qui vous viennent, qui vous ont marqué, ou des premières fois, ou des moments où vous êtes un peu sorti de la situation de vous dire Raconte-nous ta première fois, Valentin. Non, 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 je vous raconterai pas ma première fois. À quoi je pense, à quoi je pense quand une anecdote. Euh, je vais dire un truc très bateau. Je vais dire que on rencontre tous des situations parfois compliquées au travail et que j'ai eu la chance d'avoir un senior qui m'a dit, c'est la phrase probablement de ce podcast qui est la plus bateau, mais ce qui ne te tue pas te rend plus fort, en rappelant que les situations que vous allez vivre humainement ou médicalement sont parfois très lourdes à vivre, à encaisser. C'est pas toujours évident de perdre un malade, c'est toujours pas évident d'annoncer des trucs très compliqués aux familles, il y a des trucs qui vous toucheront plus ou moins. Et il faut voir que toutes ces épreuves-là, elles vous permettent de devenir un meilleur médecin, un meilleur réanimateur, et que ça ne fait qu'enrichir votre pratique. Et après, ça c'était la partie un peu solennelle qu'il faut garder en tête. On progresse chaque jour et on fera chaque jour du mieux qu'on peut. Et après, en termes d'anecdotes assez drôles, c'est les patients qui nous apportent ces anecdotes, c'est les interactions avec les familles, c'est les blagues, les petites confusions sur les termes. Je me suis fait entuber la place d'intuber, qui sont l'utilisation des termes techniques. En fait, on a une spécialité avec beaucoup de termes techniques, beaucoup de choses, et les patients se les approprient. Et ça, ça peut être assez marrant, effectivement. C'est une question difficile, C'est une franchement. Ouais, c'est question, une question dure. question difficile. On a beaucoup de trucs très trash, Hmm. beaucoup d'histoires très trash, C'est beaucoup de ça. trucs. Ouais. Il y a enfin, nous, en tout cas, avec Valentin, on a un côté un peu pour évacuer des fois le surplus d'être dans Le dramatique. ouais, d'être d'en rire, quoi. Ah oui. D'en rire beaucoup, De d'être dans rire du le. dramatique. C'est Il ça. faut, Et il faut. quitte à parfois vraiment être. À choquer les gens autour de nous. Nous, ça nous fait. Nous, ça nous fait rire, c'est notre Ça, façon de décompresser. Il y en a qui font c'est du ça. sport, il y en a qui... Mais une anecdote particulière, franchement, Et en fait, il se passe tellement plein de choses. Comme c'est riche d'interactions humaines, les journées sont toutes très riches. J'ai pas une anecdote en particulier. On rigole beaucoup, alors que ce soit entre nous en off, évidemment pas des situations enfin pas des situations gravissimes, mais pour décompresser si de l'humour noir, moi j'y vois pas de problème. Tant que c'est pas évidemment fait devant les familles et tant qu'on est toujours dans le respect du patient et de son entourage.
Mais après, sur les gestes, tu veux dire quoi? Les premières fois qu'on a fait un C'est geste? Quelque chose de ouais, gratifiant, quelque chose de... ce qui vous a marqué, moi je sais que des fois dans il y a des trucs qui m'ont marqué, mais moi j'ai pas fait beaucoup de choses, donc c'est sûr Non, non, bien que sûr. mais il y a des trucs que je raconte souvent et qui m'ont fait rire ou qui m'ont marqué en me disant oh là là, sur classe c'était hyper ouais, gratifiant, où le patient il m'a remercié à la fin et je me souviens de ces trucs-là que j'ai fait plus particulièrement que d'habitude ou quoi. Enfin, c'était si vous Ah aviez oui, des Bah, petits trucs qui vous ouais, quelque chose revenaient. de gratifiant. Alors moi, il y en a c'était pas en beaucoup, réa, des c'était choses là, gratifiantes. il y a quelques semaines dans le stage, une dame qui était palliative sur euh, une situation de fin de vie où on était au bout des thérapeutiques possibles et puis qui était en train de nous échapper, de partir, qu'on a accompagné euh, pour sa fin de vie euh, en la soulageant, etc. Et avec des gens vraiment, des gens qui sont venus de manière très simple nous remercier, qui nous ont offert des trucs à manger, à boire et tout. C'était, franchement, c'est un petit truc, mais Mmh. c'était hyper gratifiant. J'étais très touché. Tu On vois, n'attend pas la reconnaissance des gens, en fait. Mais quand elle est là, elle fait plaisir. Mmh. Elle fait plaisir. Parfois, c'est même pas que de la médecine. Des fois, juste écouter les Mmh. gens, ça suffit. Euh, c'est gratifiant. C'est un moment sympa. Un patient qui était en hospitalisation, c'était même pas spécialement mon patient, mais je m'étais occupé de l'entrée pour un de mes co-internes. Et en discutant longuement, enfin, longuement, à la mesure du temps de mon temps disponible dans l'après-midi en fonction de ce que j'ai à faire, je passais 20-30 minutes dans la chambre et le patient à la fin, il apprend que je suis interne de réanimation et que en fait je suis pas interne spécialement de néphrologie. Et à la fin, il a dit, vous avez réanimé ma volonté. Et en fait, chez un patient qui présentait des symptômes dépressifs, pour lequel les équipes rapportaient une difficulté de prise en charge liée à son moral, un patient qui dit ça avec le sourire en partant, c'est extrêmement touchant. Et voilà, on se rappelle de ce genre de choses. Mmh. Et on se dit qu'on est au bon endroit, à la bonne place. Et ça, c'est vraiment sympa. Puis ouais, après, les gestes, tout, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, on est content de toute façon. oui, c'est gratifiant, mais ça, c'est le côté un peu facile. C'est le côté facile. C'est la réponse un peu facile qu'on aurait pu te fournir. Mais Mmh. moi, je trouvais ces exemples intéressants parce que c'était pour dire que c'est pas forcément dans le côté euh, Spectaculaire ou ouais, Ouais, ou ouais. très médical ou non, très Mmh. technique de la chose que c'est l'humain. on en retire la plus grande Ouais. gratification. Mmh. Moi, un des trucs qui m'avait marqué, il y a quelques mois, on a eu le témoignage Ouais. d'un réanimateur qui était, mais du côté patient, qui avait été dans le coma pendant le Covid, qui avait eu le Covid et qui avait été intubé dans le coma, plusieurs semaines de réanimation, quelque chose de lourd, etc. Et que du coup, le fait de l'avoir fait côté patient, eh ben, il s'était rendu compte de plein de petits détails que nous, on se rend pas compte côté médecin, avec des trucs vraiment. Enfin, par exemple, la sonde d'intubation qui vous. Le lacet pour accrocher la sonde d'intubation qui vous rentre dans l'oreille et qui vous fait un Cisaille escarre au l'oreille niveau de qui fait un l'oreille. escar, ouais. Il nous décrivait la pire douleur de son séjour en réanimation, alors que c'est un truc auquel, par exemple, on fait pas forcément La soif. hyper attention. Et en fait, je trouvais ça intéressant en se disant que ce que vont retenir les gens de Ouais. leur séjour d'hospitalisation et de leur... C'est pas du tout ce que nous, on pense qui est important au niveau médical. Ouais. Et donc la gratification, je sais pas ce que je voulais dire, mais... Mais je veux dire, avoir une satisfaction, une gratification sur le plan technique, oui, on a fait notre travail, on a soigné l'infection grave, on a soigné, je sais pas, moi, le cœur vraiment en bout de course. Mais en fait, le ressenti des gens, c'est ça. il est bien plus important. Et en fait, ce retour sur expérience, il est plus puissant encore que la pathologie médicale, raison pour laquelle il existe. Et ça, c'est intéressant aussi de le dire pour ceux qui s'intéressent à la mire et à la réanimation générale. Il existe des consultations post-réanimation. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Il y a des recommandations,
Il y a même de la littérature là, sur ça, pour ceux que ça intéresse. Mais les réanimateurs peuvent être amenés, s'il y en a qui aiment bien justement cette partie éthique, cette partie revoir les malades, le suivi, pour ceux qui s'inquiètent de la pathologie chronique et de jamais revoir et de jamais savoir ce qui est devenu le patient, on peut être amené à faire de la consultation post-réanimation, recevoir les patients à 2, 3, 4, 5, 6 mois après l'hospitalisation et de redire, bon alors voilà, est-ce que vous vous rappelez pourquoi est-ce que vous êtes passé chez nous? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation? De quoi vous vous rappelez? Quelles étaient les choses positives, négatives? Quel était votre ressenti, vos angoisses, vos choses? Et en fait, pour avoir discuté avec pas mal de chefs sur ça, c'est essentiellement de la soif, de la faim. Et les gens, ils ont repris leur vie, ils sont plus malades. Les gens, on a soigné de leur pancréatite, on a soigné de leur choc hémorragique. Ils se rappellent plus de ça. Par contre, ils se rappellent que quand ils étaient attachés, ça leur faisait mal, qu'ils dormaient mal, qu'il y avait beaucoup d'alarmes, qu'ils se rendaient plus vraiment compte si c'était le jour, la nuit, qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, et c'est la pire chose qui ressort. Enfin, on s'étale, mais Non, mais c'était pour dire que la gratification, elle est parfois dans des petites choses oui, et pas forcément toujours dans le curatif. voilà, Que voilà, j'avais pris l'exemple de la fin de vie, mais oui, c'est pour dire que ce qui peut paraître, alors pour certains comme un échec ou en tout cas comme un non-aboutissement de la prise en charge, ou voilà, ce qui pour moi ne l'était pas, hein, mais et ben peut apparaître pour les gens comme au contraire quelque chose euh, qui leur a fait du bien, quelque chose qui euh, franchement c'était plus puissant que n'importe quelle thérapeutique d'avoir à ce moment-là pensé à leur amener un verre d'eau et puis d'avoir pris 5 minutes pour discuter avec eux. Donc voilà, je pense ce genre de gratification c'est particulièrement plaisant. et, Parce que c'est pas la gratification qui est facile. C'est Ouais. pas et- effectivement Mm. le geste. et ça remet un truc très important au centre, c'est que c'est l'humain. Et on finit par conclure par l'humain en fait, que c'est les gens ils se rappelleront de comment on a accompagné leurs proches, comment on a soulagé la douleur de leurs proches. En pratique, ils se rappelleront pas des étapes de la thérapeutique, mais ils sauront que voilà, leur proche il a jamais souffert, qu'il a été accompagné jusqu'à la fin. Enfin, on le voit dans les fins de vie, les gens sont extrêmement reconnaissants et qu'on ait accompagné en tout cas leurs proches qui malheureusement finit par mourir. Et c'est pareil, ça ouvre le débat sur l'éthique, sur la fin de vie, qui sont des débats de société encore Mm. brûlants. Chacun peut s'y intéresser à ça. Et en réanimation, justement, toute discussion est bonne à prendre dans ce Mm. contexte. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot? Mais je pense qu'on a fait un énorme tour sur tout ça. Moi j'ai envie de dire, surtout informez-vous, allez voir, discutez, envoyez des messages à N'hésitez droite, pas, à ouais. gauche. Ouais. Rencontrer les Faites gens. tomber les tabous. Je vous dis pas, vraiment, moi, c'est pas du tout, mon discours, c'est pas du tout de dire faites de la mire, franchement, allez-y, allez-y, allez-y. Euh, je- Chacun a des affinités, chacun a des choses qui l'intéressent plus ou moins. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est de faire un choix sans avoir une bonne connaissance des choses. Donc là, peut-être vous nous écoutez, c'est l'été, c'est le moment des choix, etc. Euh, Appeler les gens, aller demander même à passer quelques jours dans un service, etc. Si vous n'avez pas pu, je sais qu'il y a certains externes qui n'ont pas pu, par exemple, faire un stage de réanimation ou quoi. Demandez, les gens ils seront ravis de vous accueillir, même quelques jours, une semaine ou quoi de votre été. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Il faut parfois avoir un peu de culot. Il faut faire les choses au culot. Et c'est ça que je voulais dire. C'est C'est ça. déplacez-vous. Ça ne vous coûtera jamais rien de vous prendre un refus. Par contre, vous pouvez regretter de ne pas l'avoir fait. Allez dans vos réanimations périphériques ou un centre dans la ville dans laquelle vous êtes, vous présenter au secrétariat, dire que vous êtes étudiant en médecine, que ceci, vous êtes sur votre période d'été, vous êtes en vacances, et demander à rencontrer, est-ce qu'il y a un des médecins qui est disponible pour discuter avec vous, etc. Je pense qu'ils seront ravis, hors temps, s'ils ne sont pas occupés à faire quelque chose, ils seront ravis de déjà discuter avec vous. Ils seront ensuite ravis probablement de vous donner leur contact et ensuite un mail d'un chef de service, et comme ça, de fil en aiguille, récupérer un contact et organiser, ne serait-ce que même avec il y a des conventions de stage qui sont facilement faisables avec la faculté, il suffit de motiver un peu
les agents de la faculté, mais on peut rapidement faire des petits stages ou des visites ou même venir en tant Ouais, qu'observateur. même des trucs un peu Des trucs, informels. des Il y a trucs des... parfois informels, si tant est que tu touches pas aux malades, si tant est que tu Hmm. t'occupes de aucun soin, que tu viens juste voir, bah, je pense que tout est faisable. Voilà, il faut avoir envie de le faire, il faut se donner vraiment les moyens de le faire. Soyez curieux, faites ce que vous avez envie, quoi, tout simplement. Et faites la spécialité qui vous correspond le mieux. Bah merci, Mais de rien. c'était trop De rien, bien. merci Alice. Moi j'ai tout dit, je pense qu'on a vraiment C'est vrai, été on a encore tout dit. Ouais, on a été encore plus loin. plus loin que... J'espère que cette dernière partie et ce sujet à propos de la mire vous a plu et vous a permis d'en apprendre plus sur ces spécialités et peut-être à mieux appréhender vos stages ou la question du passage à l'internat qui peut-être pour certains arrive bientôt. En tout cas, je tiens vraiment à remercier Tristan et Valentin qui ont pris le temps de venir nous faire découvrir leur spécialité, de nous partager leur expérience et de nous apporter un regard plus concret de leur spécialité. Donc merci d'avoir pris le temps de venir et de nous avoir fait vivre ce bon moment. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.